chat et Oui. tu n'hésites pas à nous interrompre. Très bien. On enregistre. C'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis sportifs, chers amis. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde, à l'occasion de cette deuxième semaine de Handi Achat. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Joseph Ramos, je dirige Andeco depuis sa création et je fais partie de la team Handi Achat. L'intitulé de cette conférence, les marchés liés à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai envie d'ajouter, seront-ils une vraie opportunité pour le secteur du handicap, EA, ESAT et travailleurs indépendants handicapés? Le Comité national olympique français, le CNOS, souligne, je le cite, dans le contexte exceptionnel de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le mouvement sportif porte l'ambition de faire du sport un élément central d'un projet de société. À 1332 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, réussir à Paris les premiers Jeux durables, inclusifs et solidaires de l'histoire, c'est déjà un véritable pari. C'est le challenge qui nous est proposé, qui vous est proposé. Aussi, mieux connaître la stratégie des achats déployée par Paris 2024 et sa traduction concrète auprès des fournisseurs du secteur du handicap, comprendre les enjeux et comment s'inscrire dans cette dynamique achat, tel est le challenge de cette table ronde. Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Olivier Debargue, directeur délégué aux achats Paris 2024. Bonjour Olivier. Olivier, il m'entend. Christophe Divy. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Christophe Divy, directeur de l'association Les Canaux qui porte notamment la plateforme ESS 2024. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Joseph, bonjour à tous. Vincent Levieux, président directeur général de l'entreprise adaptée HandiPrint. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Anne-Laure Baudrillard, travailleuse indépendante handicapée, créatrice de la start-up HASC. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Thibaut Guilhuy devait être parmi nous aujourd'hui. Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, parrain de notre édition Handi Achat 2020, qui devait être grand témoin de cette conférence. Il y tenait tant, le sujet le passionne et un des dossiers qu'il porte est malheureusement retenu par des obligations ministérielles et m'a demandé de l'excuser auprès de l'ensemble des participants, ce que je fais. Nous allons dans un premier temps procéder à un tour de table des intervenants. Pour l'échauffement, si vous m'autorisez cette première métaphore, chaque intervenant va se présenter à vous et présenter brièvement, mais alors très brièvement, l'organisation à laquelle il appartient. Vous êtes tous des spécialistes de haut niveau, je vous demande donc de faire court. À tout seigneur, tout honneur, Olivier Debargue, je vous laisse vous présenter à notre auditoire. Olivier, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bien sûr, Joseph. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Debargue, je dirige les achats du comité d'organisation olympique-paralympique Paris 2024. Voilà, j'ai ce privilège. Et je vais avoir le plaisir de partager avec vous notre stratégie responsable des achats et de pouvoir vous en donner les grandes lignes et répondre à toutes vos questions, je crois, après une petite phase de présentation. Merci Olivier, c'est parfait, impeccable sur le timing. Christophe Divy, même temps qu'Olivier Debargue, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous, merci Joseph, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc je représente l'association Les Canaux, je suis Christophe Divy, et au sein des Canaux, qui est une association parisienne, mais qui rayonne un peu sur tout le territoire national maintenant, qui a vocation dans son projet associatif Les Canaux à soutenir le développement des entrepreneurs sociaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier bien sûr les entreprises du secteur du handicap. Et j'assure la responsabilité de toute cette activité sur les achats solidaires avec ce projet, la plateforme ESS 2024, qui nous a permis, avec les équipes d'Olivier Debargue en particulier, de construire une méthode et un dispositif d'accompagnement. Et je serais ravi qu'on puisse le détailler tout à l'heure. Merci Christophe Divy. Vincent Levieux, même exercice s'il vous plaît pour notre auditoire. Oui. Merci Joseph. Bonjour à tous. Alors je suis Vincent Levieux, je suis le dirigeant du groupe Loco qui a créé une entreprise adaptée il y a 11 ans qui s'appelle HandiPrint. Aujourd'hui, nous avons 140 collaborateurs qui sont en situation de handicap dans nos activités de la communication. Et je suis là pour parler des relations justement avec l'ES 2024, de cette plateforme qui a été créée et de la synergie et de la stratégie de Paris 2024 qui a été extrêmement un grand soutien au secteur protégé.
Merci Vincent. Anne-Laure Baudrillard, Oui. même exercice. Très bien. Donc Anne-Laure Baudrillard, je suis co-dirigeante et cofondatrice de HASC, le handicap au service des compétences. À la tête d'HASC, vous avez 3 femmes en situation de handicap et entrepreneurs. Donc nous représentons aujourd'hui les TIH, les travailleurs indépendants handicapés qui font partie du secteur du handicap. Et nous allons du coup parler de maintenant l'importance que va avoir effectivement cette démarche ESS 2024 et notamment pour nous les TIH. Merci beaucoup Anne-Laure Baudrillard. Olivier Debargue, à tout seigneur, tout honneur. Je vais vous proposer de présenter le montant des investissements et des achats pour l'organisation. Ils sont énormes. Je crois qu'ils représentent plus de 5 milliards d'euros. Vous entendez bien tous, 5 milliards d'euros. Pouvez-vous nous communiquer quelques chiffres clés et les grandes masses? Alors, je sais que vous avez un support que vous pouvez mettre à l'écran, s'il vous plaît. Olivier, je vous propose donc de poser le cadre. 10 minutes, si vous voulez bien. Ouais, est-ce que Joseph, tu vois mon slide? Très bien. Je pense que tout le monde le voit à l'écran. Il n'y a pas de souci. Je vais le mettre en panorama. Oui, quelques chiffres peut-être pour planter le décor. C'est vrai que les Jeux, c'est l'équivalent de 43 championnats du monde simultanément. C'est un budget d'achat global d'environ 5 milliards d'euros qui serait réparti à peu près à part égale entre 2 structures qui sont d'une part la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui construit des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui mais qui vont rester pour longtemps. Et puis tout le reste, c'est-à-dire l'organisation des Jeux et l'habillage des stades déjà existants, c'est la responsabilité de Paris 2024 pour un chiffre d'affaires achat d'environ 2,5 milliards en tant que tel par rapport à un budget global de 3,9 milliards. Voilà, donc Solideo plus Paris 2024, c'est environ 5 milliards auxquels on peut ajouter des marchés qui vont être passés par nos licenciés, c'est-à-dire qu'on va évidemment fabriquer et commercialiser beaucoup de produits dérivés à l'occasion des Jeux. Et ces licenciés qui vont le faire pour nous vont eux-mêmes engager sans doute plus d'1 milliard d'euros d'achats indirectement. Donc on est quand même sur un volume significatif. Pour ce qui concerne Paris 2024 en tant que tel, c'est aujourd'hui une forte activation des TPE-PME, mais on n'est pas encore dans les très grands projets, il faut le dire, et une perspective d'avoir probablement 8 ou 10 000 fournisseurs actifs pour la séquence qui nous sépare entre aujourd'hui et 2024. Et pour illustrer ça, par exemple, on va acheter 1 million d'articles de sport pour équiper nos sites de compétition et nos athlètes. Donc voilà quelques points de repère sur quelques chiffres clés de l'enjeu, de l'impact que les Jeux vont représenter. Est-ce que j'enchaîne, Joseph? Joseph? Oui, je remets le micro, pardon. Merci Olivier. Oui, juste pour introduire cette deuxième partie de la stratégie des achats, c'est vrai que ce doit être très sportif en ce moment chez vous à votre poste d'entraîneur. Vous êtes, j'imagine, sur les starting blocks. Quelle est votre stratégie et qu'est-ce que vous posez comme stratégie achat? Merci Joseph. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, et c'est dans le titre, c'est qu'on n'a pas plusieurs stratégies, on n'en a qu'une et elle est responsable. On ne sépare pas d'un côté une stratégie d'achat classique auquel on essaye de coller ou de colmater une stratégie responsable pour faire bien. L'idée directrice en fait de la démarche, elle était de se dire la vision de Paris 2024, les engagements que nous prenons, l'ADN même des Jeux Olympiques, c'est d'être dans une démarche responsable
Et assez naturellement, la stratégie d'achat, ben, elle se traduit par une stratégie responsable des achats. Comme je le disais, qui se sépare en deux structures différentes, hein. La Solideo, c'est une structure publique, et puis Paris 2024, une structure privée. Et puis, malgré tout, les deux structures sont soumises à la commande publique, au Code des marchés publics. Donc ça, c'est un point important, évidemment, dans la manière dont nous allons engager nos achats, passer nos marchés, lancer nos appels d'offres. On va le faire dans un schéma de commande publique. Alors, au fond, c'est un équilibre un peu subtil à trouver parce qu'on est d'un côté dans l'obligation de la commande publique. On a aussi des partenaires qui sont présents et avec qui on va opérer un volume non négligeable d'achat au titre du partenariat qu'ils nous apportent. Et puis, on a beaucoup d'engagements du CIO. Les Jeux Olympiques, c'est une assez grosse machine, très normée, et on a beaucoup d'obligations à respecter vis-à-vis du CIO qui sont au fond nos vrais patrons. Ça veut dire qu'il faut concilier sécurité juridique, fluidité opérationnelle. Les Jeux commenceront bien en juillet 2024, on n'aura pas le droit d'être en retard, et une bonne efficacité économique. On est dans un budget contraint, même s'il est significatif. Alors au fond, qu'est-ce qui va démarquer notre approche par rapport à une stratégie classique d'achat? Je voudrais mettre en évidence trois focus, trois axes qui vont nous guider. D'abord, l'idée que la structure qu'on situe jusqu'à 2024, elle est malgré tout éphémère, puisqu'on dissoudra cette structure après les Jeux. Et donc, on veut faire en sorte que dès la conception de nos achats, on réfléchisse à l'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en compte ce que nous appelons la dissolution de la structure Paris 2024 dès l'engagement, et on va donc réfléchir économie circulaire. Le deuxième axe intéressant pour nous, c'est le fait de dire on va avoir besoin de toutes les forces en présence. C'est compliqué à organiser, on va avoir beaucoup de besoins à couvrir, on a besoin que le marché soit au rendez-vous. Et donc, on va avoir une démarche qu'on a commencé et qu'on va expliquer, que Christophe expliquera ensuite, une démarche de sourcing, c'est-à-dire de veille de marché. On va aller à la rencontre des entreprises, on va aller à la rencontre des savoir-faire, des TPE, PME, de l'économie sociale et solidaire, du STPA, et on va essayer de communiquer suffisamment bien sur nos besoins à venir pour vous permettre au marché de s'organiser et de répondre présent au moment où nos appels d'offres seront lancés. Enfin, on parlait de l'enjeu financier des Jeux. En fait, l'idée, c'est qu'on ne désire pas seulement réfléchir au niveau de Paris 2024 et de la Solideo, on désire embarquer nos parties prenantes dans cette aventure, et en particulier nos partenaires. Les partenaires de Paris 2024 sont pour nombre d'entre eux des très grandes entreprises qui ont elles-mêmes des enjeux d'achat très forts. L'idée, c'est que cette stratégie responsable, elle soit partagée avec ces parties prenantes, qu'elles se l'approprient autant qu'elles le désirent, autant qu'elles ont, de manière à ce qu'il y ait d'une part un effet démultiplicateur de l'impact. Ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités aussi générées par les partenaires de Paris 2024 qui veulent également développer leurs achats responsables. Ça fait partie du deal qu'on a avec ces partenaires que de les engager dans une démarche responsable. Et puis, ça va créer de l'héritage, puisque par définition, ces grandes entreprises, elles sont là pour longtemps, elles ont des marchés qui vont être réguliers, et donc derrière Paris 2024, eh ben, ça ne sera pas le grand vide. On espère avoir créé un effet démultiplicateur pour longtemps. Alors, on va prendre des engagements ambitieux, mais réalistes, mais ambitieux, et qui vont tourner autour de 5 axes principaux. L'économie circulaire, on l'a dit, très important. La neutralité carbone et la biodiversité, on va avoir un enjeu environnemental et on va être très regardé sur ce terrain-là. L'innovation sociale, ça c'est vraiment tout le volet, on va dire, de l'économie sociale et solidaire. Et on a voulu faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap un pilier en tant que tel, au même niveau que tout le reste, au même niveau que tout le reste. Et parce qu'on pique, bien sûr, c'est
d'inclusion, mais parce qu'on désire que le STPA soit positionné le mieux possible dans les opportunités que nous allons offrir. Et puis la création de valeur sur les territoires, c'est que c'est des jeux pour Paris, oui, pour la Seine-Saint-Denis, bien sûr, mais aussi pour tous les territoires. Et ça veut dire que nos marchés ne sont pas réservés par définition simplement à ces lieux où nous avons des sites de compétition, mais évidemment, toutes les entreprises du territoire, de toute nature, sont appelées à répondre à nos appels d'offres. Alors, on va juger comment, en fait, nos fournisseurs, quand on aura lancé nos appels d'offres, quels vont être nos points de repère pour juger de ça. Et en fait, on va créer, alors là, on n'a pas été extrêmement inventif, on a pris un podium bronze, argent, or, mais l'idée, c'est de dire, voilà, le niveau minimum des appels d'offres qu'on va lancer, c'est un niveau de conformité. Évidemment, il faut que les offres que nous recevront soient conformes à la législation française, européenne ou internationale. Il faut qu'elles soient des bonnes offres au bon niveau de marché. Ça ne suffira pas, sans doute, dans un certain nombre de cas où on va viser une ambition plus forte, qu'on appelle le niveau argent, qui va pousser à ce que le marché nous propose les meilleures offres. Là, on parle de labels, on parle de meilleurs de la classe, on parle de sujets qui sont à un très haut niveau de performance. Et donc, c'est plutôt à ce niveau-là que sans doute va se situer l'ambition de nos appels d'offres et donc nos cahiers des charges. Et on va aussi, dans un certain nombre de cas, bien identifiés et ciblés, viser l'excellence, l'innovation, viser peut-être des niveaux de performance qui sont encore aujourd'hui pas installés sur le marché. On veut créer peut-être une étape qui va faire qu'après, ça n'est plus tout à fait pareil et qu'on a réussi à le faire pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire que c'est un nouveau standard qui va tirer vers le haut sur un certain nombre de plans. Et donc, on aura quelques cibles vraiment très privilégiées où on va attendre un niveau de performance exceptionnel de ce qui se fait le mieux sur le marché. Alors, pour faire ça, pour engager cet effort, on a mis en place 2 plateformes. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ESS 2024, pas parce que ce n'est pas important, c'est très important, mais parce que Christophe va en parler largement après moi. Il y a une autre plateforme aussi que je signale qui est Entreprise 2024, qui s'adresse plutôt aux entreprises, qui est une plateforme montée notamment avec le MEDEF, qui permet aux entreprises de toute taille, de toute nature, de se référencer, de s'identifier et d'avoir accès à beaucoup d'informations relatives au marché des Jeux Olympiques. ESS 2024 fait la même chose que ça, mais plus encore, Christophe l'expliquera, à destination de secteurs de l'économie sociale et solidaire au sens très large du terme, et dont le STPA fait partie. Enfin, et je vais en rester là pour cette première petite partie avant de répondre aux questions un peu plus tard, l'idée de partage, on est alors pardon pour l'anglicisme, mais on va être dans un modèle de type open source. Ça veut dire que notre stratégie responsable des achats, eh ben, on veut la partager avec nos partenaires, avec nos parties prenantes, publiques ou privées, avec vous, avec les acteurs qui vont nous aider dans certains cas à livrer des compétitions clés en main, parce qu'on va aussi avoir des niveaux d'externalisation parfois assez élevés. Comité des achats, c'est l'idée que tous les responsables achats qui vont être dans notre écosystème, je vais les inviter à échanger avec nous, à partager des bonnes pratiques, à adopter notre stratégie responsable des achats en partie ou en totalité. En tout cas, on fera en sorte que les messages qu'on porte, l'ambition qu'on a, eh ben, elle se décline, elle se déploie autour de nous. Voilà, l'idée, c'est que on ne veut pas créer une bulle spéculative, on ne peut pas mettre en difficulté des structures qui sont parfois fragiles en donnant voilà, une bulle qui éclaterait après les Jeux et qui laisserait derrière, qui ferait des dégâts. Donc, on est attentif à la manière dont les choses doivent avancer, mais on est demandeur que le marché soit au rendez-vous des opportunités qu'on va pouvoir créer, et on s'expliquera ensuite sur les quelques peut-être exemples très pratiques qu'on est à commencer à imaginer en faveur du STPA. Merci infiniment pour votre attention. Merci Olivier, merci Olivier, merci Olivier Debargue.
Là, on voit l'ancien directeur des achats de France Télévisions. Merci Olivier Debargue, c'était très clair et je précise qu'on vous retrouvera sur un des stands. Vous êtes exposant à Handi Achat et que cette présentation sera bien évidemment postée dans votre stand et qu'on pourra vous contacter à l'issue, bien sûr, de cette conférence. Merci en tout cas d'avoir donné un timing assez serré. Christophe Divy, je vais vous demander le même timing. Alors, c'est vrai pour l'instant, on ne va pas prendre des questions. On va laisser dérouler de manière à bien poser le cadre et bien poser le décor de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Christophe Divy, nous vous connaissons bien, hein, nous allons être directs. Est-ce que les fournisseurs du secteur vont pouvoir surfer sur cette vague? Je rappelle que le surf devient sport olympique en 2024, qui se pratiquera à Tahiti pour ceux qui s'intéressent, comme 3 autres sports, l'escalade, le skateboard et le breaking dance. Donc Christophe, je vous propose, vous avez également une présentation à support. Je vous propose de... J'espère que tout le monde le voit bien. Donc je vais essayer de tenir le timing. Joseph, tu n'hésites pas à m'interrompre en temps de besoin pour vous présenter cette plateforme. Pareil pour le timing. Christophe, vous aurez, moi j'ai envie de dire, 5 minutes c'est bien, mais 6 minutes c'est bien, mais on vous retrouvera pareil sur votre présentation sur le stand de Paris 2024. Allez-y Christophe. Oui. Prenez le temps qu'il vous faut, mais je vous le dirai. Ça marche, très bien. Alors je remets la présentation à l'écran. C'est bon. Très bien. Voilà. Alors, pour vous présenter cette plateforme ESS 2024, merci Olivier de l'avoir introduite. Effectivement, c'est un outil assez spécial. Olivier Debargue a bien posé le cadre de cette stratégie responsable des achats de Paris 2024 qui se veut à la fois exemplaire, innovante, ambitieuse. Je dirais que l'outil ESS 2024 se doit lui aussi du coup d'être à la fois exemplaire, ambitieux et innovant. Et c'est dans ce sens-là qu'on a co-construit avec Olivier, avec ses équipes, avec Paris 2024, cette plateforme ESS 2024, pour donner toutes les chances aux entreprises de l'ESS, aux entreprises du secteur du handicap qui le souhaiteraient pour se positionner sur l'ensemble de ces marchés à venir dans le cadre de la préparation des Jeux, dans le cadre de l'organisation des Jeux et puis dans le cadre aussi de la dissolution des Jeux. Alors pour être innovant, pour être exemplaire, on a construit une méthodologie à forte valeur ajoutée. Je dirais qu'elle ne peut fonctionner cette méthodologie. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on l'éprouve et qu'on la teste sur un certain nombre des premiers marchés de Paris 2024 et puis de l'ensemble des organisateurs et des donneurs d'ordre qui sont aux côtés du comité d'organisation Paris 2024. Elle ne peut fonctionner que si on est à l'équilibre en termes d'intervention, en termes d'appui, en termes de service, entre le conseil qu'on délivre auprès des acheteurs et puis l'appui, le conseil, l'accompagnement qu'on délivre auprès des entreprises. On est à la fois aux côtés des demandeurs, ceux qui expriment des besoins d'achat, et puis de ceux qui vont avoir des solutions à proposer et qui, le moment venu, vont se soumissionner. Alors c'est un peu adéquationniste, je dirais, de le dire comme ça. Il y a une offre et une demande, mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est essayer de les mettre en relation et de les mettre en relation au bon niveau pour faire en sorte que les entreprises du secteur de l'ESS puissent aller chercher des parts de marché le plus directement possible et le plus en volume possible. Alors concrètement, auprès des acheteurs, auprès des équipes d'acheteurs, on essaye de faire un travail d'acculturation, de sensibilisation, bien sûr, et puis je crois surtout que ce qui fonde notre valeur ajoutée, c'est qu'on fait remonter des propositions, des recommandations, pour que sur chacune des consultations, il va y en avoir plusieurs milliers, vous l'avez bien compris, qu'on puisse faire des propositions sur la manière dont, en respectant strictement tous les leviers que nous permet le code de la commande publique, on puisse créer des conditions plus facilitantes pour que le recours aux entreprises de l'ESS puisse ensuite être effectif. Et donc on fait remonter en effet des propositions rédactionnelles, des propositions sur les clausiers, notamment les clauses d'insertion, des propositions sur l'échantillonnage des différents critères, sur leur pondération, marché par marché, en tout cas en ciblant certains des marchés qui nous semblent stratégiques et prioritaires. Et il faut qu'on puisse faire remonter des capacités à faire, à fournir, à prester des entreprises de l'ESS. Et donc, ça suppose aussi, auprès des entreprises locales, qu'on puisse être très en appui et très en lien avec elles. Ça suppose qu'on puisse bien les connaître et ça suppose qu'une fois qu'on est suffisamment en relation de travail avec ces différentes entreprises, on puisse leur diffuser de l'information sur le contexte des Jeux, déjà, qu'elles puissent s'approprier. Ça veut dire quoi, ces opportunités économiques à venir, quelles sont les attentes des acheteurs. C'est pour ça qu'on est vraiment à l'équilibre et
on est vraiment au service des acheteurs, mais aussi des entreprises locales. Et puis, on leur apporte aussi de l'information le moment venu, quand les marchés sortent, quand ils sont publiés, en fonction de leur secteur d'activité, de leur famille d'achat, pour le dire un peu techniquement. On leur envoie un petit brief des marchés. On essaye de leur faciliter là aussi la tâche pour qu'elles comprennent assez vite, les entreprises, si oui ou non elles ont intérêt à y aller. Et si elles ont intérêt à y aller, on donne suite. On essaye de les appuyer sur la bonne manière d'y aller, sur notamment les bons acteurs avec qui il faut se regrouper pour y aller. Parce qu'il va y avoir, compte tenu des volumes et compte tenu du nombre de marchés, il va y avoir nécessité de se rapprocher d'autres entreprises. Alors, d'autres entreprises du secteur de l'ESS, et puis d'autres entreprises plus classiques, je dirais, des acteurs économiques plus traditionnels, notamment des grosses PME, des grands groupes, et c'est pas naturel pour des entreprises de l'ESS d'y aller dans la discussion, dans la collaboration avec ces acteurs économiques plus classiques. Et donc, c'est à ça qu'on essaye de servir, de faire en sorte que ces groupements puissent se constituer, puissent se structurer, qu'on puisse être sur des collaborations matures, et que le moment venu, quand Paris 2024 et les autres donneurs d'ordre du projet diffusent leur marché, qu'effectivement les entreprises de l'ESS puissent y être préparées et répondre dans des bonnes conditions. Alors pour faire ça, on a un outil de sourcing, alors qui vient pas se substituer à l'ensemble des outils qui préexistaient déjà. Évidemment, on vient s'appuyer sur l'ensemble des initiatives qui existaient en matière d'achat responsable, d'achat solidaire, celle d'Andeco en particulier, celle d'un certain nombre d'autres partenaires, j'y viendrai aussi tout à l'heure, mais on essaye d'apporter une touche de qualification ou de spécification par rapport aux attentes qui sont celles, vous avez compris, très particulières de Paris 2024. Et donc, pour faire ce travail de qualification, il faut qu'on soit au plus près du terrain, au plus près de la réalité des entreprises, pour qu'on puisse affiner un petit peu notre connaissance et donc notre analyse du potentiel, de ce qu'elles sont en capacité d'apporter, de prester, de fournir. Et on fait remonter cette information-là pour que, précisément, dans les recommandations, dans les propositions qu'on porte auprès de Paris 2024, on puisse aller sur des décisions d'achat, la nature des achats, les critères, les clauses dont je parlais tout à l'heure, qui soient les plus favorables possibles aux entreprises de l'ESS. On est interfacé avec un autre outil qui s'appelle Silex, qui est complémentaire au nôtre, parce que nous, on apporte la brique de qualification et la brique ESS, et Silex nous permet d'apporter toute une batterie de données économiques, qui sont des données économiques très objectives, qui sont en général en open source là aussi, et du coup, on a un outil maintenant qui est assez complémentaire et qui est assez complet. Christophe, si vous m'y autorisez, juste parce que je regarde l'heure qui tourne et vous êtes un passionné, vous êtes à la fois passionné et passionnant, et vos propos le témoignent. Alors, votre présentation, on la retrouvera aussi sur le stand de Paris 2024, le stand et l'exposant Andy Achat. Est-ce que, juste un point sur votre méthode et les marchés, et finalement les marchés que vous avez identifiés, oui, et où vous attendez les fournisseurs du secteur du handicap, ESAT et s'il vous plaît. Là, je vous laisse 2 minutes, Christophe. Alors, je vais être assez rapide. La méthode, vous l'avez à l'écran. J'ai déjà commencé à la décrire. Simplement, retenez qu'elle ne peut fonctionner, cette méthode, que si on intervient en permanence et en continu tout au long du cycle de vie des marchés. Il faut qu'on soit présent sur chacun des maillons qui vont jalonner un peu la vie type d'un marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne, y compris quand les entreprises gagnent des marchés. Il ne faut pas qu'on les laisse tomber à ce moment-là. C'est même précisément à ce moment-là que l'appui devient parfois tout à fait primordial pour vigiler le démarrage de l'exécution des prestations. Et donc, on a déjà un certain nombre d'entreprises, en effet, de l'ESS, notamment des entreprises du secteur du handicap, qui sont en effet attributaires soit de marché, soit de contrats de sous-traitance de premier ou de second niveau. On en a 122 aujourd'hui, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une première étape, elle est intéressante. Elle va nous permettre de capitaliser pour pouvoir prolonger, amplifier, accélérer cette dynamique, la démultiplier aussi. Je souscris aux propos d'Olivier sur le sujet. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, on essaye d'embrasser toute la diversité de l'ESS. Et le secteur du handicap, à la fois avec les EA, à la fois avec les ESAT, à la fois avec les travailleurs indépendants handicapés, on essaye toutes ces entreprises, tous ces acteurs, on essaye de les cibler, de les identifier. On a besoin de vous. La plateforme, elle est disponible et à votre service pour que vous veniez vous y référencer. Et de cette manière, on va pouvoir ensemble mieux se connaître, mieux connaître ce que vous êtes en capacité de proposer, qui pourrait trouver une application sur les marchés des jeux, mieux recenser vos besoins d'appui, d'accompagnement. Et avec un certain nombre de partenaires, les grands réseaux du handicap, Andeco en particulier, on saura vous apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez en effet avoir toutes les chances de vous positionner sur ces futurs marchés. Merci Christophe. Merci de cette intervention. On pourra retrouver donc ce diaporama aussi, donc je vous le disais, sur le stand de Paris 2024.
J'avais à ce moment des échanges, je vais appeler mon service SVP, ma régie, Jean-Pierre Chanès, qui a des questions dans la salle. Et si on peut prendre juste une question, parce que j'ai voulu justement qu'on pose le décor et que ce soit clair pour tout le monde, et on pourra y revenir. Est-ce qu'il y a une question, Jean ? Je crois que tout le monde a été absolument captivé par les deux intervenants et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais tout le monde est plutôt, effectivement, tout le monde trouve ça très clair, etc. Il n'y a pas de questions directes, mais si vous allez appeler des questions, vous allez en avoir. Sur la clarté et sur la... Je ne me fais pas... Non, c'est très bien et je remercie nos deux intervenants d'avoir bien posé le cadre des enjeux de ces Jeux olympiques et paralympiques pour le secteur du handicap EATI. Vincent Levieux, vous êtes dirigeant d'une entreprise adaptée, performante et agile. Merci. Vous êtes actuellement dans les vestiaires du Stade de France. Vous connaissez votre composition d'équipe. Le match ne devrait pas tarder à commencer. Et le coup d'envoi est donné. En effet, vous êtes à la veille de créer avec quelques EA innovantes, très innovantes même. Je pense notamment à votre partenaire spécialisé dans la conception d'hologrammes. Vous savez, nous connaissons toutes ces images en relief immortalisées par Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes en train de créer un groupement d'entreprises adaptées pour répondre à ces marchés Paris 2024. Oui. Vincent Levieux, vous adoptez là la technique du sourcing inversé. Vous n'attendez pas que l'appel d'offres soit publié pour vous mettre en ordre de marche. Bien au contraire, vous mettez en ordre de marche afin d'être identifié et de pouvoir répondre à ces appels d'offres. Vincent Levieux, nous sommes impatients de vous entendre. Merci Joseph. Alors tout simplement, cette initiative de groupement, c'est très bien qu'on soit tous ensemble parce que c'est grâce à des réflexions d'acheteurs, donc comme Monsieur Olivier Debargue, et puis aussi les canaux d'ES 2024 qui ont créé ce mouvement donc de facilitateurs de rencontres. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on a pu démarrer aujourd'hui cette réflexion. Alors cette réflexion, elle est très simple. Elle a mûri depuis plusieurs années en disant qu'est-ce qu'on va faire pour crédibiliser le secteur protégé. Donc, crédibiliser les secteurs protégés, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il faut montrer nos compétences, et pour montrer nos compétences qui sont vraiment réelles, c'est pas parce qu'on est une entreprise adaptée qu'on ne sait pas répondre à des secteurs d'activité diverses, c'est de se réunir pour montrer notre force. Donc, on s'est réunis. Un peu plus de 4 entreprises adaptées, puisqu'il y en a une 5e qui viendra. On va monter un groupement, c'est-à-dire qu'on va monter une structure juridique dans les jours qui arrivent, qui regroupera des entreprises adaptées comme Scopnea qui est à Chambéry, DSI à Toulouse, HandiJob qui est à Caen, donc HandiJob qui réalise l'hologramme, la NRH, et puis Dominique Dupaty pour le conseil et l'accompagnement de ce groupement, et puis nous. Voilà. Donc, mine de rien, ce groupement va peser à peu près une activité sur ces activités pas loin de 40 millions. On est quand même une force commerciale extrêmement importante, et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on se mettra à rechercher, nous, les entreprises adaptées, d'autres acteurs d'entreprises classiques pour répondre à des marchés, des nouveaux métiers. Je pense que sur des marchés de signalétique, on va se rapprocher de grands acteurs nationaux. Le fait d'être sur les 4 secteurs géographiques, les 4 secteurs du territoire nous permettront de répondre aussi aux attentes de grands groupes pour être au plus près de l'action. Donc, merci Vincent. Il y a le micro coupé, Vincent. Votre micro est coupé. Voilà. Ah, ça a recoupé encore. Merci Vincent de cette intervention. Comme on le voit, vous êtes Paris 2024 vous a finalement amené à vous regrouper, et ce regroupement, oui, c'est une force de frappe que vous allez utiliser. Absolument. Pour tous les marchés qui viendront, et
et vous entraîner avec Paris 2024. Et une fois que vous êtes bien entraîné, vous irez en compétition avec toutes les entreprises. Et on vous souhaite vraiment une grande réussite parce que c'est important que de se regrouper, mais c'est important aussi de connaître votre activité et votre solution pour être identifié et pour qu'on puisse vous adresser des appels d'offres et des consultations. Anne-Laure Baudrillard, je vous laisse, vous pourrez intervenir à nouveau, hein, Vincent. Anne-Laure Baudrillard, vous êtes travailleuse indépendante handicapée et il nous est cher en déco de vous mettre en avant comme un des 3 piliers du secteur du handicap aux côtés des ESAT et des EA. En fait, en termes de sémantique, c'est vrai nous parlons aujourd'hui du secteur du handicap. Les acronymes STPA ou secteur protégé et adapté qu'on utilisait nous conviennent pas parce que de fait, ils vous excluent du secteur du handicap. Anne-Laure, vous n'êtes vous-même pas dans les vestiaires. Vous venez juste de prendre le bus pour vous rendre au stade. En effet, je l'ai découvert avec vous tout à fait récemment en préparant cette table ronde. C'est à l'occasion d'un speed meeting organisé justement par nos amis de Paris 24 dans le cadre de Handi Achat, c'est au cours de la semaine dernière, que vous venez de découvrir que vous pourriez, je dis bien vous pourriez peut-être être dans la course et accéder à ce fameux podium que nous a présenté Olivier Debargue. C'est réellement un énorme défi pour un petit pousset de vouloir s'attaquer à de si gros marchés, mais je crois que vous aimez bien être challengé. Dites-nous en quoi vous pourriez répondre, quel est votre cœur de métier, et nous expliquer pourquoi c'est un grand défi pour vous. Anne-Laure, nous vous écoutons. Oui, alors d'accord, merci beaucoup Joseph. Effectivement, nous sommes donc 3 femmes TIH, travailleurs indépendantes handicapées, et nous proposons donc des solutions d'accompagnement et de formation, de sensibilisation pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, on a eu Sylvère Chamoin et Emmanuel Nunes lors de ce speed meeting. Et nous avons effectivement pris connaissance de possibilités d'accompagner les structures pour intégrer les personnes en situation de handicap qui seraient recrutées, puisqu'il y a une grande démarche inclusive en fait, qui est en train d'être mise en place. Donc, on a tout de suite trouvé ça hyper intéressant. C'est référencé directement sur la plateforme ESS 2024. Et également, on a renvoyé notre candidature hier, la trame de sourcing qualifiée. On a renvoyé le document hier à Manuel et Sylvère. Donc, voilà, on est en train de… Et ça nous fait vraiment penser, on est en train, toutes les 3, parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir. Effectivement, on est un peu en mode, comme vous le disiez, en mode start-up, où nous, on est tout le temps en train de s'adapter aux besoins de nos clients, de nos futurs clients. Et quand on a su qu'il y avait toute cette démarche-là inclusive qui était mise en place dans le cadre des JO, on s'est dit pourquoi pas nous. Et voilà, donc nous, on serait vraiment partante pour être totalement dans cette démarche. De plus, on est ESUS, en plus d'être TIH, donc voilà, on serait ravis en santé. Merci à Anne-Laure, on vous souhaite plein de réussite. En tout cas, on le voit, votre réactivité, votre agilité, c'est un peu celle qu'on retrouve dans le secteur du handicap. Hein. Vincent Levieux en parlait. Olivier Debargue, une première réaction peut-être, parce que là, vous avez des groupements qui pèsent et qui sont des forces de frappe importantes du secteur du handicap et qui, je pense, aboutiront facilement à répondre à vos appels d'offres. Pour Anne-Laure Baudrillard, est-ce que ça va pas être plus compliqué ou comment vous appréhendez ces différentes formes juridiques et ces différents groupements en termes de force, de salariés, de puissance économique? Oui, alors d'abord, moi je suis sensible à ce sujet des travailleurs en situation indépendants, en situation de handicap. Hein. À l'époque, dans l'association Pas à Pas, dans laquelle j'étais actif, participant, on avait déjà enclenché cette démarche avec Andeco de prendre en compte cette force de frappe qui est importante et trop méconnue et qui n'a pas les moyens en général de faire une démarche commerciale, notamment auprès des grands groupes. La solution, c'est quand même, en dehors de quelques marchés de niche qui font appel à des indépendants, hein, puisqu'on a aussi des marchés autour des photographes, des graphistes, donc on fait aussi appel accessoirement
à des profils indépendants. Mais c'est vrai que pour la plupart de nos marchés, on va être dans des situations, même si on essaye d'allotir, même si on essaye de faire des marchés réservés, on va quand même être dans des situations où le meilleur moyen de jouer, c'est sans doute de se regrouper en équipe, à la fois au sein du secteur adapté protégé. J'ai vu que la législation récente permettait désormais d'avoir des marchés réservés qui mélangent, entre guillemets, l'ESS et le STPA. C'est une demande que moi je fais depuis des années et j'ai l'impression que Thibault m'a un peu entendu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que on ne peut faire des marchés réservés que s'il y a une vraie compétition avérée. On est en marché public et jusqu'à présent, on avait quand même des limites sur certains marchés pour trouver suffisamment d'acteurs au niveau du marché, soit au sein du STPA, soit au sein de l'ESS. Mais en additionnant ces deux forces de frappe avec les travailleurs indépendants, ça commence à constituer un champ d'action qui ouvre les possibilités de marchés réservés plus fortes. Donc, à la fois plus de marchés réservés potentiels, et deuxièmement, la capacité pour les acteurs STPA, ESS, en s'associant entre eux ou avec le secteur ordinaire. Et moi, ma recommandation, c'est qu'aussi ce secteur STPA et ESS aille chercher le secteur ordinaire lorsqu'ils en ont besoin, et pas uniquement l'inverse, lorsque le secteur ordinaire est contraint et forcé par les acheteurs, parce qu'il y a des clauses d'insertion et d'exécution, d'aller chercher un peu de STPA ou de SS. Donc, prenez votre destin en main, il va y avoir plein d'opportunités. Par contre, il faut s'organiser, il faut anticiper, et il faut utiliser les canaux pour jouer des coups qui sont jouables. Ce n'est pas la peine non plus de s'épuiser sur des trucs qui sont sans espoir. Merci Olivier Debargue. Donc on va suivre vos conseils et utiliser le bon canal, si j'ai bien compris, pour nos acteurs du secteur du handicap. Alors, juste Olivier, nous connaissons bien Olivier Debargue. C'est vrai que nous, on parle du secteur du handicap à côté de nos cousins du secteur de l'insertion par l'activité économique, ce que je rappelais, parce que finalement, STPA, c'est un acronyme. D'abord, c'est pas joli, Olivier. Moi, je trouve qu'il est pas joli, cet acronyme. Donc, si vous m'y autorisez. Et c'est vrai que ça exclut de fait les travailleurs indépendants handicapés. Et ça, depuis 2016, je crois qu'ils ont besoin aussi à beaucoup de lisibilité et ils ont très peu de moyens et très peu de ressources pour être lisibles et pour se faire connaître. Une réaction peut-être, Christophe Divy, par rapport à ce que vous venez d'entendre sur finalement des entreprises adaptées qui commencent à se constituer en groupement et puis des travailleurs indépendants handicapés qui se disent peut-être j'ai des choses à faire. Est-ce que dans votre travail, vous allez aider et accompagner ces travailleurs indépendants handicapés peut-être à rencontrer d'autres organisations pour être plus forts ensemble et peut-être apporter une compétence que d'autres n'ont pas? Est-ce que vous allez être, vous, ce maillon qui va permettre de capitaliser et de faire en sorte qu'on soit plus collectif et de permettre à des gens de se retrouver, de se regrouper? Oui. Comme l'a fait Anne-Laure d'ailleurs avec ses deux compagnes travailleurs indépendants handicapés pour créer sa société. Oui, tout à fait. On va jouer ce rôle de maillon intermédiaire entre Paris 2024, une expression de besoin d'achat sur certaines familles particulièrement, et puis la force de frappe du secteur du handicap, qui inclut en effet la brique des travailleurs indépendants handicapés. On y est très sensible. On y est d'autant plus sensible qu'en effet, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que les savoir-faire sont atomisés, qu'ils ne concernent pas l'ensemble des secteurs d'activité, d'où l'importance d'avoir cette intermédiation ou cette facilitation pour faire du ciblage et de la priorisation. Et avec Olivier, avec ses équipes, on va pouvoir regarder en effet certaines familles d'achat qui nous semblent importantes parce qu'il va y avoir des marchés, qui nous semblent importantes parce qu'il y a une force de frappe de ce type d'entreprise et notamment des TIH. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire remonter de manière inversée, le sourcing inversé dont vous parliez à la fois Olivier et Joseph tout à l'heure, de manière à ce que les marchés puissent ensuite être préfléchés d'une certaine manière, alors dans le strict respect du code de la commande publique, mais que ça puisse faciliter les conditions de réponse de ces acteurs du secteur du handicap. Donc c'est bien à ça qu'on sert, c'est à la fois à repérer, identifier, prioriser, et puis à faire en sorte que ça puisse se transformer ensuite, que ça puisse se transformer au moins par des réponses, par des soumissions, obligations de moyens d'une certaine manière, et puis ensuite, en effet, c'est le jeu de la compétition des marchés publics, donc le meilleur gagnera le moment venu, mais au moins la démarche qu'on aura initiée avec cet apport des JO, avec cet effet levier des Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr, j'oublie pas le volet du handicap, ça nous permettra d'avoir structuré ces groupements, d'avoir initié ces démarches collectives, et ça permettra de répondre à d'autres
marchés, à d'autres marchés intermédiaires, à d'autres marchés locaux, à d'autres opportunités. Et c'est ça aussi la force du projet. Je crois qu'HandyPrint est un bon exemple. On a travaillé en effet ensemble pour qu'il puisse y avoir une première prestation. Alors c'est un premier niveau, hein, évidemment, on est sur des petits volumes, mais c'est une première référence. Et par ailleurs, elle était assez complexe. Les cartes de visite étaient à produire en franco-japonais, en braille, donc ça a permis, même si c'est des petits volumes, d'avoir cette première référence. Et ça permet maintenant d'initier une démarche de groupement plus structurante. Et puis HandyPrint, avec cette première référence, peut parler, discuter, même travailler, commencer à fournir pour des parties prenantes ou d'autres partenaires de Paris 2024, des agences de communication notamment. Donc vous voyez, la démarche, elle est vraiment celle-là. Rassurez-nous, Christophe Divy, on n'est pas obligé de vous joindre en franco-japonais pour arriver jusqu'à vous. Non, c'était l'anecdote, mais je la trouve malgré tout assez illustrative. Voilà. Merci, et je pense qu'on va la retenir parce que c'est ce type d'illustration qui marque et qui fait en sorte qu'on retient. Est-ce que nos amis du secteur, Anne-Laure ou Vincent, vous souhaitez à ce moment des échanges intervenir? Je regarde l'heure, il est 5h moins 10. Sauf à vous inviter à la maison, on va se quitter à 17h, hein, c'est ce qui était prévu. Mais c'est vrai que c'est des débats tellement passionnés, tellement passionnants qu'on resterait des heures. Alors, il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas de table ronde, mais on quittera quand même à 17h, c'est la règle du jeu. Et on vous retrouvera sur vos stands et sur vos centres d'exposants. Vincent, vous voulez intervenir, réagir? Vous avez fait des cartes, alors des cartes de visite, donc vous avez obtenu des premiers marchés. Oui, ça se compte en millions d'euros, j'imagine. Eh bien non, mais c'est pas grave, faut bien commencer quand même toujours. Mais la carte de visite, vous savez que c'est un produit en fin de compte petit, qui fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais c'est le premier document qu'on donne, donc il faut quand même qu'il soit irréprochable et qu'il soit beau. Donc voilà. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est surtout, voilà, c'était une première expérience réussite, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir initié tout cette envie, cette passion, enfin voilà, Paris 2024 et le S 2024 sont des facilitateurs extraordinaires et c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel, cette démarche. Ça donne la niaque de réussir. Ça donne aussi l'envie, et c'est ce qui nous a donné, nous, l'envie de faire vraiment fédérer un groupement pour répondre et aller plus loin, autre que de la carte de visite, parce qu'on répondra, bien sûr, nous, sur des marchés extrêmement importants au niveau national. Donc, non, moi, je dis bravo. Et puis, en fin de compte, voilà, quand on est ensemble, quand on a une belle équipe comme ça, c'est comme ça que ça marche, les affaires aussi. Hein. Voilà. Merci, Vincent. Et surtout, pensons que les personnes qui travaillent sur des activités sont des personnes qui sont en situation de handicap, mais ce sont des salariés à part entière et ce sont des vrais professionnels. Voilà. Donc, merci pour eux. Merci, Vincent, de ces propos, et je pense que vos compliments vont aller droit au cœur d'Olivier Debar et de Christophe Divy et que ça va booster leurs équipes et qu'ils vont continuer. Parce qu'ils ont 3 ans à tenir. Hein. Pour eux, c'est un marathon hein, quand même. Hein. Ça reste un marathon. Anne-Laure, est-ce que vous souhaitez intervenir? Je regarde l'heure, il reste 7 minutes. Est-ce que vous souhaitez intervenir et peut-être dans le même temps faire un mot de conclusion? Ce sera peut-être, si vous avez un vœu à faire à l'occasion ou à l'aube de cette année 2021. Merci Anne-Laure. Oui, écoutez, nous, notre vœu, c'est déjà de pouvoir avoir un rendez-vous directement avec Christophe ou Manuel, pour pouvoir vraiment présenter notre structure. Et puis, effectivement, si l'occasion il y a un marché qui s'ouvre justement sur de l'accompagnement pour l'insertion des travailleurs handicapés, pour pouvoir faire de la sensibilisation, de la formation, des managers à l'intégration des personnes qui vont être justement recrutées. Nous, on est vraiment partante et on a plein d'idées. On est on porte vraiment ce projet. On est très, très, très investis. Donc, nous, on est hyper motivés. Et puis aussi, tout à fait ce que vous disiez, de la co-traitance, nous, on est à fond dedans. On trouve que c'est hyper pratique, que c'est très, très pertinent, surtout pour des petites structures comme les nôtres. Alors, comme je mettais en commentaire, on n'est pas indépendante toute seule. En fait, on est déjà 3 personnes au sein de notre entreprise, donc 3 forces de frappe, 3 compétences. Et en même temps, on peut faire appel à d'autres personnes pour
pour pouvoir, d'autres TIH, d'autres structures pour porter des projets. Merci Anne-Laure de ce vœu. Alors, je vous rassure tout de suite, le rendez-vous, vous l'obtiendrez la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, si jamais ce n'était pas le cas, revenez me voir et adressez-moi un mail, j'en ferai mon affaire. Merci. Vincent Levieux, est-ce que vous avez un vœu à formuler? Je pense que aussi vous avez l'ANIAC, vous le disiez, vous la rappeliez. C'est vrai que ça vous booste, vous boostez les équipes de Paris 2024 et de SS 2024 et les équipes vous boostent. Alors, un vœu, Vincent. Vincent, vous m'entendez? Il est en train déjà de répondre à des appels d'offres, Vincent, de Paris 2024. Oui, il m'entend. Vincent, il y a peut-être un problème de connexion. Christophe Divy, est-ce que vous avez un vœu à formuler pour à l'aube de cette année 2021 et à 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques? Oui, tout à fait. Je souhaite à l'ensemble des entreprises, alors qui nous écoutent, et puis toutes celles qui ont eu l'occasion d'assister aux différentes séquences et événements du salon Handi-Achat, de venir rejoindre cette dynamique. Elle est enclenchée de manière, je crois, assez positive et assez prometteuse. Bon, il y a Handiprint, c'est un bon exemple. On en a plusieurs autres. On a des ESAT, par exemple, le Colibri ou l'Atelier du Château, qui sont rentrés aussi sur le secteur de la restauration collective. On a Cèdre, on a l'APF. On a plusieurs exemples déjà qui doivent maintenant servir à tirer une dynamique d'ensemble et pour que le secteur puisse en effet se positionner sur l'ensemble des marchés qui vont venir maintenant à un rythme accéléré sur 2021 et 2022. Nous, on est à votre service, ess2024.org pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la plateforme, et puis volontiers avec Anne-Laure et avec tous les autres pour effectivement se rencontrer dans les prochains jours et sur cette année 2021. Génial. Christophe Divy, vous pouvez être assuré nous serons, nous, au titre d'Andeco, à vos côtés et Handi-Achat à porter et porte les Jeux Olympiques et Paralympiques et j'espère qu'on aura l'occasion de les porter tout au long de l'année 2021. Olivier Debargue, je vais vous laisser le mot de conclusion. Vous parliez de la loi ASAP tout à l'heure sur la loi de modernisation de la commande publique qui vous permet d'adresser finalement à la fois le secteur de l'insertion et le secteur du handicap. Ça vient de passer, c'est tout nouveau. Pour vous, c'est un vrai levier par rapport à votre travail et à vos missions? Je pense que c'est une vraie opportunité. D'abord parce qu'on a déjà vécu des cas où nous voulions faire des marchés réservés et on n'a pas pu créer les conditions pour parce qu'il n'y avait pas une concurrence suffisante. Et par ailleurs, c'est la raison d'être même des canaux que d'embrasser ce secteur-là de manière globale sans devoir les séparer et les affaiblir. Donc, je pense qu'ensemble, ces deux secteurs sont plus forts. Il faut partir du principe que ça n'est pas une concurrence, mais au contraire, c'est une capacité d'avoir des opportunités supplémentaires, d'arriver aussi vis-à-vis du secteur ordinaire avec lequel travailler en co-traitance ou en sous-traitance. Donc, c'est une opportunité. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle. Monsieur Levieux était modeste tout à l'heure, il a gagné d'autres marchés déjà pour Paris 2024, notamment des marchés de goodies pour lesquels on avait fait quelques marchés réservés. Voilà, je voulais le signaler et vous dire que... un mot de conclusion. Voilà, et un vœu peut-être à l'occasion de cette nouvelle année 2021. Je conclus en disant que ce projet est juste extraordinaire et génial et que ça crée une motivation incroyable autour de nous et que ça va créer des relations qui sont différentes de d'habitude d'une relation classique client-fournisseur. Nous, une fois qu'on a fait le choix, on va être exigeant, on va être sélectif, mais une fois qu'on aura fait le choix, on espère qu'on travaille dans la même équipe parce qu'on a ensemble à livrer quelque chose qui nous dépasse, mais ça va être une aventure extraordinaire et on va beaucoup externaliser l'organisation des Jeux. Et donc, on a besoin d'embarquer de manière claire, transparente, mais on a besoin d'embarquer des gens motivés. Donc, la motivation, ça va compter énormément et c'est possible. Alors, il va y avoir beaucoup de compétition. Beaucoup d'entreprises veulent travailler avec nous. On va devoir faire des choix. On va faire probablement de la frustration. Il y aura moins de gagnants que de perdants. Mais ceux qui sont forts et motivés, qui s'organisent, qui anticipent,
qui sont motivés, qui participent aujourd'hui, qui se renseignent, qui se positionnent, il y aura des choses à faire, il va y avoir des enjeux, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour tous ceux qui ont envie. Olivier Debargue, merci de cette intervention. À tous les quatre, je vous remercie très fort de vos interventions. C'était très clair, très limpide, et je pense que vous avez intéressé l'assistance et les participants. Donc, on peut vous retrouver, nous pouvons vous retrouver sur le stand. Vous êtes exposant de Handi Achat. Donc pour les participants, je le dis, avec le code « J'ai participé à la conférence de ce jour », vous aurez droit à un rendez-vous dans les 15 jours avec Olivier Debargue. Non, peut-être, on peut s'y engager, Olivier. Peut-être pas quand même, parce que votre agenda est chargé, mais en tout cas, peut-être qu'avec un code d'accès, pour ceux qui ont participé, peut-être que vous les recevrez plus facilement, Absolument. et j'espère avant la fin du mois de janvier. Merci Olivier, merci Christophe, merci Vincent, merci Anne-Laure. À vous tous, vous retrouvez les replays et le replay de cette conférence sur le stand des exposants, sur Handi Achat, et retrouvez le programme de cette fin de quinzaine, puisque nous clôturerons Handi Achat mardi 15 décembre prochain, et nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette conférence ensemble, et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à y participer. Merci à tous et à très vite. Merci Olivier beaucoup. Et merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.